Il se passe quelque chose d'important en Russie. Je ne parle pas des oléoducs qui explosent presque tous les jours quand l'Ukraine les frappe. Je parle de ce qui se passe dans la tête des gens. Et c'est directement lié à Vladimir Poutine et à sa cote de popularité. On peut se demander pourquoi une dictature comme la Russie aurait besoin de cote de popularité. Mais elle en a besoin. Elle nous montre une image très importante parce que, croyez-le ou non, des dizaines de millions de Russes soutiennent réellement Poutine et l'aiment. Eh bien, cette histoire ne change pas. Je vais prendre une attaque spécifique comme exemple, même si cela s'inscrit dans un phénomène plus large. Allons à Perm, en Russie, le 29 avril. Je vais vous montrer où se trouve Perm. Je vais dézoomer. J'ai choisi cette ville précise et cette attaque spécifique contre cette station de pompage de pétrole pour une très bonne raison. Elle est très éloignée de l'Ukraine. Non seulement elle est éloignée, mais cette ville n'avait jamais été attaquée auparavant. Les habitants de cette ville, située à 1500 km de l'Ukraine, n'avaient jamais vécu cela. Et leur accord avec Poutine, que la plupart des Russes ont avec lui, c'est que nous n'allons pas entrer dans le jeu politique et vous laisser simplement nos vies telles qu'elles sont. Nous ne faisons pas de politique. Vous ne touchez pas à notre vie quotidienne. Mais quand la station locale de pompage de pétrole brûle comme ça et que vous pouvez le voir, cela va affecter votre vie. Il va pleuvoir du pétrole après ça. Littéralement, il va pleuvoir du pétrole sur votre voiture, sur vos animaux de compagnie, sur votre linge dehors, sur vos toits, sur votre nourriture, vos fraises, vos tomates, tout ce que vous cultivez. Ça va gâcher votre vie. Ce n'est qu'une seule vidéo, j'en ai une autre pour vous. Et ça ne dure pas seulement 1 ou 2 jours, ça peut durer une semaine entière. Et comme je l'ai dit, en plus de cette pluie de pétrole, vous respirez aussi ça. Vos enfants vont respirer ça. Donc cela rompt le contrat que le peuple russe a avec Vladimir Poutine. Nous ne jouons pas au jeu politique et vous laissez nos vies de s'améliorer. Cela n'améliore pas la situation, ça l'empire, parce que c'est l'Ukraine qui attaque parce qu'elle a été envahie. Alors, qu'est-ce qui change, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo? C'est l'état d'esprit des gens et l'opinion des gens sur Vladimir Poutine. Et nous allons regarder une vidéo, une compilation de personnes de Périm, cette ville, qui parlent dans la rue de ce qu'elles ressentent, et cela nous donne une image de la situation. Aujourd'hui, ils nous ont seulement demandé de rassembler nourriture et animaux de compagnie. On fait déjà des réserves, mais comment vivre ainsi à l'avenir? S'il n'y avait pas Internet, je ne saurais rien. La situation à Périm est tendue. Il y a de la fumée partout. Tout autour de nous est complètement noir. Vous voyez, ça ne devrait pas arriver. Les Russes ont donné à Poutine 26 ans de mandat pour être un dictateur en échange que leur vie ne soit pas perturbée et qu'elle s'améliore lentement. Mais cela leur rend la vie plus difficile. Nous gardons les fenêtres fermées et ne lavons pas les rideaux. C'est à peu près tout. Nous restons calmes et nous ne cédons pas à la panique. Qui sait si nous resterons en vie ou non? Aujourd'hui, les écoliers ne courent pas partout. Je suis sorti sur le balcon. Ils les ont pris. Ils les ont emmenés. C'est tout. J'ai aussi fait sortir les rats de l'école aujourd'hui. Regarde ce qui se passe. Il y a eu une explosion là-bas hier. Les gens à Bérim ont toujours eu l'impression que cette guerre avec l'Ukraine se passait très loin, à 1500 km, convertissons ça aussi en miles. Eh bien 800 miles, quelque chose comme ça. Très très loin d'eux. Ça ne les affecte pas. C'est comme cette guerre périphérique de cet empire russe. Mais ça les affecte parce que leur ville brûle et qu'il pleut du pétrole noir sur leurs enfants. Ce n'est pas l'accord qu'ils avaient avec Vladimir Poutine. Pourtant, ils l'avaient aimant bien. Si vous n'êtes pas au courant, alors oui, c'est l'accord que la population et la société russe ont avec Poutine. Vous ne nous touchez pas, nous ne vous touchons pas. On dirait qu'il y en avait un à l'usine aussi. Là-bas aussi, c'est encore plus grand. Quand tu passes devant les cimetières et que tu regardes, mon Dieu, il n'y a que nos gars de l'ISM ou de leur opération militaire spéciale, ou SVO. Maintenant, ils disent que les cimetières sont remplis de victimes russes. Encore une fois, ça ne devrait pas être comme ça. C'est différent quand cela arrive loin de chez nous. Cette femme illustre bien comment ils pensent que cela peut se produire à Belgorod. Ça peut arriver à Koursk, dans ces régions frontalières de l'Ukraine. Mais maintenant, l'Ukraine s'est constituée une armada de drones, longue portée et de missiles, et ils peuvent frapper à peu près partout où ils veulent de ce côté des montagnes de l'Oural, où se trouve Perm. Pour la première fois en 4 ans, depuis le début de la guerre, ces gens ont l'impression d'en faire partie.
Et ils n'aiment pas ça, c'est complètement différent, bien sûr. Quand ça arrive ici, c'est très effrayant. Et j'ai très peur pour les enfants. Je crois que l'atmosphère est tendue à terme. Même si on ne le dit pas à voix haute, on peut quand même sentir la tension dans l'air et dans le ciel. Et c'est de ça que je parle, du changement dans l'état d'esprit des gens. Tout cela se vit en silence, d'une certaine manière. Aujourd'hui, ce n'était pas agréable d'entendre les sirènes ce matin. J'ai aussi une petite fille, elle est à la maternelle. Vous voyez, ils parlent toujours des enfants. Toujours. C'est la première chose dont ils parlent. Eux aussi entendent les sirènes et se réfugient en cours, ce qui est inquiétant. Vous attendiez-vous à cela? Non. La psyché d'une personne saine est telle que nous essayons toujours d'éviter les situations désagréables et de nous en protéger. Et ma psyché, malheureusement, ne fait pas exception. Nous n'avons pas eu de situation tendue à Périm pendant assez longtemps. Et maintenant, alors que cela dure depuis très longtemps, que l'état trost trainant, on a l'impression que cela va continuer éternellement. Bien sûr, d'un point de vue logique, c'est très attendu, prévisible et logique. Au départ, je ne m'y attendais pas. Quand l'opération militaire spéciale a commencé, je ne pensais pas que cela nous toucherait, étant donné la distance. On peut encore se demander comment un citoyen pense qu'une guerre ne le concerne pas, si son pays a attaqué un autre, mais c'est ainsi que fonctionne la Russie. Parfois, ils se sentent tellement perdus dans ce grand pays, ils ne ressentent aucun lien avec ce que fait le gouvernement ou le dictateur, parce qu'ils ont ce genre d'accord dont j'ai parlé auparavant. C'est pourquoi tant de gens en Russie sont surpris lorsque soudainement leur ville est attaquée, parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est eux qui attaquent l'Ukraine ou que c'est leur guerre. Eh bien maintenant, ils le ressentent et ils sont surpris. Pourquoi ça explose ici? Qu'est-ce qu'on a fait aux Ukrainiens? C'est une prise de conscience très lente et douloureuse de cette guerre, 4 ans plus tard. Mais avec le temps, cela a commencé à atteindre la République d'Oudmourtie, ainsi qu'Ekaterinbourg et nos régions voisines. Et mon opinion a changé radicalement. Encore une fois, on sent qu'ils disent qu'il y a un changement d'opinion. Ils ne disent mais pas qu'ils sont contre Vladimir Poutine, ce qu'ils ne sont pas. Mais le changement d'opinion qui n'a pas eu lieu en 26 ans se produit maintenant, en ce moment même. Et maintenant, en conséquence, les drones ont commencé à nous atteindre. C'est la puissance d'un seul drone ukrainien à longue portée qui s'écrase sur une raffinerie de pétrole ou une station de pompage et provoque une semaine d'incendie. Voilà ce qu'il peut faire. La même chose s'est produite à Novorossiysk. La même chose s'est produite à Tuapse. Vous avez tout vu les vidéos de pluie de pétrole. La même chose s'est produite à Oust-Luga, à Primorsk, sur la mer Baltique, et dans d'innombrables villes russes quand les gens se rendent soudainement compte qu'ils sont attaqués et qu'ils n'aiment pas ça. Qui est responsable? Ils lèvent les yeux et voient Poutine. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait d'une très courte description de la façon dont les dirigeants sont traités en URSS, mais aussi en Russie, puisque les méthodes pour traiter ces dirigeants sont exactement les mêmes. Au sommet, cela n'a pas changé. Et soyez patient avec moi, cela en vaudra la peine à la fin. C'est écrit comme une blague, mais c'est réel. C'est en fait ainsi que ce changement de pouvoir s'est produit en Union soviétique et comment il se produira avec Vladimir Poutine. Dès que Lénine est mort, il s'est avéré que le deuxième homme du parti, le camarade Trotsky, était un traître. Kamenev, Zinoviev, Boukharine et Staline ont renversé Trotsky et l'ont expulsé du RSS. Et nous savons tous ce qui lui est arrivé avec le grand piolet dans la tête au Mexique. Mais quelques années plus tard, il s'est avéré que Kamenev, Zinoviev et Boukharine étaient aussi des ennemis et des saboteurs. Ensuite, le vaillant camarade Genrik Yagoda les a fait fusiller. Un peu plus tard, Yagoda, en tant qu'agent ennemi, a été fusillé par Yezhov. Mais quelques années plus tard, il s'est avéré que Yezhov n'était pas non plus un camarade, mais simplement un traître ordinaire et un agent ennemi, et Beria a fait fusiller Yezhov. Je rappelle que c'est ainsi que ces choses arrivent, et que ces personnes ont fini ainsi. Après la mort de Staline, chacun a compris que Beria était aussi un traître. Ensuite, Zhukov a renversé et fait fusiller Beria. Et ici, je ferai référence au film La mort de Staline, un film comique merveilleux. Vous devez le voir. Mais bientôt, Khrouchtchev a appris que Zhukov était l'ennemi et un conspirateur. Et il a exilé Zhukov dans l'Oural. Et un peu plus tard, il est apparu que Staline lui-même avait été un ennemi, un saboteur et un traître. Et avec lui, la plupart du Politburo, les membres honnêtes du parti dirigé par Khrouchtchev, ont sorti Staline du mausolée, dissous le Politburo et Chepilov qui les avait rejoints. Plusieurs années ont passé et il s'est avéré que Khrouchtchev avait été volontariste, un vaurien, un aventurier et un ennemi.
Et puis Brejnev a envoyé Khrouchtchev à la retraite. Donc jusqu'à présent, chaque dirigeant a été un traître. Tous les dirigeants de l'Union soviétique. Bientôt, Brejnev était mort et il s'est avéré qu'il avait été un saboteur et une cause de stagnation. Ensuite, il y a eu 2 autres vieillards dont personne n'a eu le temps de se souvenir parce qu'ils sont morts comme des mouches. Oui, 2 dirigeants après Brejnev, je crois qu'ils sont morts tous les deux en 1 ou 2 ans. Mais ensuite, un jeune et énergique Gorbatchev est arrivé au pouvoir et il s'est avéré que tout le parti avait été un parti de saboteurs et d'ennemis, mais lui, il allait tout arranger maintenant. C'est à ce moment-là que l'URSS s'est effondrée et Gorbatchev s'est révélé être un ennemi et un traître. C'est l'histoire de l'Union soviétique ou de l'Empire russe en général, et la Fédération de Russie actuelle est la continuation de l'Union soviétique. Vous pouvez déjà voir ce qui arrivera à Poutine. Il est aimé jusqu'à ce qu'il soit considéré comme un traître et sera remplacé. Et dernièrement, des gens ont été fusillés dans les années 40 et 50. Après cela, à partir des années 60, généralement, les dirigeants de l'Union soviétique, les dirigeants russes aujourd'hui, ils sont envoyés non pas en exil, mais à la datcha, ce qui signifie pratiquement l'assignation à résidence jusqu'à la mort. C'est ce qui est arrivé à Zhukov, c'est ce qui est arrivé à Khrouchtchev. Et cela peut arriver à Poutine maintenant. Pour continuer, pour développer davantage ce point, je veux vous parler d'un blogueur russe très particulier. C'est un blogueur pro-russe en Russie, ce n'est pas un opposant. C'était un blogueur qui s'est beaucoup battu contre Navalny avec tout ce qu'il avait jusqu'à ce que Navalny soit tué. Il s'appelle Ilya Borisovitch Remeslov. C'est un avocat russe, publiciste, militant, blogueur et lanceur d'alerte. Il est devenu connu pour ses activités de longue date dirigées contre Alexei Navalny et sa fondation anticorruption. Le 18 mars de cette année, 2026, il a vivement critiqué le système politique actuel de la Fédération de Russie en ligne, appelant à la poursuite de Vladimir Poutine. Le 19 mars, seulement un jour plus tard, on a appris qu'il avait été hospitalisé contre sa volonté à l'hôpital psychiatrique numéro 3, Skvortsov, Stepanov à Saint-Pétersbourg. C'est ce qu'il faisait en Union soviétique dans les années 70 à l'époque de Brejnev. Il ne fusillait plus les gens et préférait aussi ne pas les mettre en prison. Il les plaçait généralement de force dans des hôpitaux psychiatriques et les gavait de médicaments. Eh bien maintenant, après 30 jours, Remeslov est sorti de cet hôpital psychiatrique. Voyons ce qu'il a à dire. Vous commencez à critiquer personnellement Vladimir Poutine. Pourquoi cela ? Voici Remeslov. J'ai déjà écrit à propos de Max, la messagerie contrôlée par le FSP russe, qui est désormais imposée à chaque citoyen russe. J'ai depuis longtemps compris que la principale cause des problèmes actuels de notre pays n'est ni Kirienko, ni Max Messenger, ni l'administration présidentielle. C'est la personne tout en haut qui contrôle tout cela, Vladimir Poutine, c'est évident. Tout le monde le sait. Les correspondants de guerre, les leaders d'opinion, vous le savez. Mais presque tout le monde a peur de dire que c'est précisément cet homme qui est responsable. Et c'est sous son règne que notre pays sombre, dans un abîme inimaginable. Il n'y a aucun intérêt à critiquer qui que ce soit en dessous de lui. Il faut toujours chercher la cause profonde, et la cause profonde, c'est lui. Tu n'avais pas peur ? J'avais peur. C'est pour ça que je dis que j'ai passé plusieurs jours à réfléchir si je devais le faire ou non. Mais au final, j'ai compris que si je ne le faisais pas, je me considérerais comme un lâche. Je crois que j'ai une certaine mission, que cette mission est de défendre les droits des gens et de m'opposer à l'état absolument épouvantable dans lequel notre pays a sombré à tous les égards. Je crois que si c'est quelque chose que tu es censé faire, alors tu es obligé de le faire. Sinon, tu es un lâche et une personne inutile. Je te rappelle, c'est très confus ce qui se passe. Tu ne sais pas qui contrôle qui. Il pourrait y avoir un groupe de Siloviki dans le gouvernement de Poutine, des élites qui veulent l'évincer et qui ont maintenant guidé cette personne pour mobiliser les gens contre Poutine. Et je te rappelle, c'est une personne qui s'est battue contre Navalny avec chaque cellule de son corps. Donc ce n'est pas noir ou blanc en Russie. Ce n'est pas facile de savoir qui est du côté de qui. Cela pourrait être un jeu interne des élites qui choisissent déjà une personne avec laquelle ils peuvent maintenant mobiliser les gens contre Poutine. Cela pourrait être le début du coup d'État contre lui, parce que personne ne parle contre Poutine. Si quelqu'un le fait, il est généralement contrôlé par quelqu'un d'autre qui a ses propres objectifs. C'est très compliqué en Russie. Alors ne tombez jamais dans le piège de penser en noir et blanc en Russie.
Et pour terminer cette vidéo avec juste un passant au hasard dans la rue qui ressent les effets des restrictions d'Internet, parce que ces restrictions sont très directement liées à Poutine, car tout le monde sait qu'il n'utilise jamais d'ordinateur. Il déteste ça, il déteste tout ce qui est numérisé. Alors il a ordonné son blocage. Il y a même des rumeurs selon lesquelles le FSB s'y serait opposé. Mais Poutine a passé outre et a ordonné le blocage d'Internet malgré tout. Et donc, ces taux d'approbation chutent et on se retrouve avec une vidéo comme celle-ci. Comment je peux expliquer ça? Je ne comprends pas. J'ai activé le VPN maintenant. Mon Instagram fonctionne, mon YouTube fonctionne. Merde. Mais rien ne marche pour moi à part ça. L'application bancaire ne marche pas. Les Russes veulent que la banque fonctionne, donc elle devrait marcher. Le gouvernement a aussi accidentellement bloqué les adresses IP bancaires. Donc pendant assez longtemps, bloquer Internet signifiait aussi bloquer l'application bancaire. Donc les gens ne pouvaient en fait utiliser aucun type d'argent. Je ne peux pas me connecter à l'application de taxi. Merde, mon Google Wallet ne fonctionne pas. Tout ce qui passe par le réseau mobile classique ne marche pas du tout pour moi. Russe, c'est ça? Eh bien, même si je désactive le VPN, mes applications bancaires ne fonctionnent pas. Rien ne fonctionne. En général, la connexion est vraiment nulle. En même temps, maintenant, j'active le VPN et il se connecte. Et je peux tranquillement aller sur Instagram. Bon sang. Donc oui, juste une vidéo aléatoire d'un homme quelconque, mais ce sont des dizaines de millions de Russes qui ressentent cette anxiété et cette frustration en ce moment. Et ils cherchent un visage, un nom à tenir pour responsable. Ce n'est pas le FSP, ce n'est pas Roskomnadzor, qui est en fait l'organisme qui bloque Internet. Quelqu'un va les guider vers Vladimir Poutine. Ça pourrait être le blogueur Romeslo. Ça pourrait être l'élite qui choisit une autre personne pour mobiliser les gens contre Poutine. Mais ils cherchent Poutine. C'est pourquoi sa cote de popularité baisse. Elle n'a jamais baissé auparavant. Et maintenant, oui. Donc cela veut dire quelque chose. Voilà mes amis. Je serai de retour chaque lundi, mercredi et vendredi. Alors abonnez-vous à la chaîne, devenez membre mensuel et offrez-moi un café. Ça nous aide beaucoup. Jusqu'à ma prochaine vidéo, soyez au rendez-vous et au revoir.